Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Jean-Charles Vaudry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du groupe Systra. 30 ans de carrière, c'est ça, dans le groupe ? Et oui, c'est ma 30e année, ma seule et unique société. 30 ans de carrière dans le groupe Systra. Comment vous l'avez vu évoluer ? Vous l'avez vu beaucoup grandir ? Alors déjà, quand je suis arrivé chez Systra en 96, on était moins de 1000. Aujourd'hui, on est 12 000, donc on a beaucoup grandi. On travaille dans 80 pays, et ce qui était quand même... Et à la base, Systra était une société plutôt d'export, puisqu'on exportait à partir de la France de la connaissance dans le domaine de l'ingénierie ferroviaire internationale. Et aujourd'hui, Systra est un vrai groupe international avec des implantations dans beaucoup de pays, où on a aussi su créer des compétences locales dans les pays, dans le domaine des transports. Ouais. Alors je vais donner quelques chiffres, plus de 12 000 salariés, vous l'avez dit, plus de 80 pays. Le chiffre d'affaires 2024, c'est 1,3 milliard d'euros, près de 40% d'augmentation du chiffre d'affaires ces 2 dernières années, et puis un objectif à l'horizon 2030 d'un chiffre d'affaires avec cette barre symbolique des 2 milliards d'euros. Peut-être que je reviendrai sur la croissance, les objectifs de croissance, mais est-ce qu'on peut définir en quelques mots les différents métiers de Systra aujourd'hui ? Alors, Systra, déjà, c'est une société d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on ne réalise pas avec nos mains, mais on conçoit des systèmes de transport, donc depuis les phases très amont, un peu stratégiques, je dois transporter des personnes d'un point A à un point B, quelle est la meilleure solution ? Puis on aide les maîtres d'ouvrage, donc les clients, à préparer les appels d'offres, sélectionner les entreprises, on continue les études, et puis on accompagne jusqu'à la construction, on suit la construction, on s'assure que les projets sont construits selon les normes en vigueur, et la mise en service, et parfois on accompagne l'exploitation des projets. Ouais. Donc on n'est pas exploitant, il y a d'autres sociétés, mais on peut accompagner l'exploitation des projets. Donc vraiment le cycle complet. Ouais. Est-ce qu'il y a des modes ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi j'ai vu réapparaître des tramways par exemple dans les villes. Est-ce qu'il y a des modes ? Il y a des solutions. Alors chaque pays a ses besoins. Bien sûr, quand on est dans 80 pays. Chaque solution, mais on retrouve des solutions alors qui arrivent à des périodes différentes. Parfois on commence par des modes un peu lourds. On a vu l'Inde par exemple. On est passé tout de suite à des gros métros parce que des gros besoins. On partait de zéro sur les villes très congestionnées. Donc il fallait des gros systèmes de métro. Et puis progressivement, on arrive plus loin dans les banlieues avec des systèmes plus légers. On commence à parler de métro léger, de tramway, de bus, de connectivité. Donc voilà, ça dépend un peu des pays, des environnements et des configurations. Les métros, ils s'automatisent par définition un peu partout dans le monde ? Alors non, il y a le métro automatique qui est une des solutions, qui est quand même assez développée dans un grand nombre de pays. Évidemment, on en a en France. Le premier métro, d'ailleurs un métro Systra en 83 à Lille, le premier métro au monde est un métro en France. Premier métro automatisé en France et dans le monde, et ensuite on en retrouve dans différents pays, on en retrouve à Dubaï, on en retrouve au Japon, etc. Mais c'est pas la solution unique, il y a des métros classiques avec des conducteurs qui continuent à conduire les trains, donc il y a des avantages au métro automatique, c'est parfois plus sécurisé, on peut rapprocher les trains, etc. Mais c'est pas une solution unique. Par contre, ce qui est unique, c'est qu'on commence à transformer des métros standards en métros automatiques, et ça aussi c'est un service particulier. Je crois que la première ligne automatisée aussi est française, la ligne 1 du métro de Paris au monde. Et aujourd'hui, on est capable d'automatiser des métros dans le monde ancien, de les rendre plus modernes, pour pouvoir rapprocher les trains et avoir plus de passagers. Je reprends les chiffres d'augmentation du chiffre d'affaires sur ces 2 dernières années et puis cet objectif de milliards d'euros à l'horizon 2030. Qu'est-ce qui tire la croissance de Systra ? Ce qui tire la croissance, c'est le besoin de transport. En fait, on voit l'urbanisation dans le monde augmente. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 50% des personnes qui habitent dans des villes. D'ici 2050, il y en aura 7 sur 10. Donc ça veut dire 2 à 3 milliards de personnes en plus dans les villes, donc des besoins de transport gigantesques. Et c'est une nécessité économique, mais aussi une nécessité environnementale. Vous parlez d'impact. On a besoin de transport plus décarboné. Et ça, c'est une réalité. Donc il y a un besoin, il y a une nécessité économique, il y a une nécessité environnementale. Donc on voit
quelque part une croissance à l'infini dans le domaine des transports publics. Ça veut dire que c'est mécanique. Quand une ville grandit, elle développe son infrastructure de transport. J'enfonce une porte ouverte, mais... elle n'a pas vraiment le choix. Alors, il y en a qui ont tardé parce qu'il y a des problèmes économiques, d'organisation, politiques, mais finalement, on se rend compte que toutes les grandes villes n'ont pas le choix. Elles ont besoin de transporter les gens, d'amener les gens au travail, dans les écoles, dans les hôpitaux, faire des courses. Et le transport, la voiture, n'est pas une solution infinie. Alors, je reviens sur la question, évidemment, on va beaucoup parler d'impact, impact environnemental, impact sociétal dans notre interview. Je disais, 3 décennies de carrière dans le groupe Systra. Ces enjeux-là, vous les avez vus apparaître il y a combien de temps ? Alors, on en parle vraiment, je veux dire, d'une manière structurée depuis, on va dire, une dizaine d'années. Les accords de Paris. Oui, voilà, les accords de Paris, même avant, ça commençait à être un sujet. Oui, il y a eu le Grenelle de l'environnement un peu avant. Cela dit, chez Systra, moi, jeune ingénieur chez Systra, on cherchait déjà à optimiser les projets. Alors, pas forcément avec l'angle uniquement environnemental, mais on essayait de réduire l'impact de nos projets dans les villes, et on a notamment développé des solutions techniques qui ont évolué, qui sont maintenant exploitées partout dans le monde, de viaducs notamment, qui permettent d'économiser 30% de matériaux. Donc sur les métros, on économise 30% de béton. Quand vous économisez 30% de béton, évidemment, vous décarbonez d'une certaine manière vos transports. Donc c'est des projets optimisés, mais qui optimisent aussi l'impact environnemental. Alors on va essayer d'être concret. Je prends un projet là, sur lequel vous travaillez. Comment vous intégrez justement les objectifs environnementaux à ce projet? Alors, on parle beaucoup d'éco-conception. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que ça rentre systématiquement dans votre grille de lecture aujourd'hui? En tant que, on est leader dans le domaine des transports publics au niveau mondial, donc on a quelque part une obligation d'influencer, de pousser nos clients. Alors certains clients ont déjà des environnements, des encadrements, des besoins, des demandes précises dès leur appel d'offres sur la réalisation de projets éco-conçus, moins impactants, etc. D'autres ne l'ont pas encore. C'est une question de développement ou de priorité. Vous leur soufflez l'idée? Mais nous, on se doit de leur souffler l'idée. Donc pour moi, ce que je souhaite, et je pousse nos équipes partout dans le monde, c'est à chaque fois, même si le client ne pose pas la question, il faut se la poser. Alors la solution n'est pas forcément évidente ou pas forcément adaptée, mais il faut proposer au client. Donc nous, dès les phases amont, et c'est là l'intérêt quand on est impliqué dès les phases très amont, c'est d'intégrer l'étude d'impact environnemental très en amont. Parce que c'est à ce moment-là qu'on décide comment on va aller du point A au point B, on va traverser quelle zone, quel va être l'impact sur l'environnement. Et on a aussi développé des outils chez Systra, des outils informatiques, des solutions technologiques qui nous permettent de regarder plusieurs alternatives et à chaque fois d'estimer l'impact du projet. Alors du projet dans ses phases de construction, mais aussi dans ses phases d'exploitation. Donc le cycle complet du projet, et ce qui nous permet de donner aux clients plusieurs alternatives. Voilà, si on fait ce type de projet, l'impact sera celui-là, et sinon un autre impact. C'est quoi? Alors, peut-être que vous ne pouvez pas répondre à la question parce qu'elle est trop générale, mais qu'est-ce qui impacte le plus? C'est les matériaux? C'est le tracé qu'on va choisir? C'est un peu tout, et c'est là la complexité, c'est qu'il c'est multiparamètres. Donc il y a le tracé, est-ce qu'on va passer à travers une forêt, couper un bout de terrain, une montagne, poser un tunnel. Il y a effectivement les matériaux, la quantité de matériaux, le type de matériaux, et c'est là que l'éco-conception est vraiment intéressante, tester différents types de matériaux. Et ensuite, il y a la réalisation, parce qu'il faut des camions, des équipements pour apporter, pour bouger les matériaux, pour construire, etc. Et ensuite, donc il y a la réalisation, et ensuite il y a l'exploitation, quel niveau d'énergie vous utilisez, etc., etc. Donc c'est vraiment le cycle complet. Et la force d'outils comme Carbon Tracker chez Systra, c'est de nous permettre vraiment de tester l'ensemble du cycle, l'impact sur l'ensemble du cycle des projets. Est-ce que vous intégrez de plus en plus les risques climatiques, les épisodes climatiques extrêmes justement dans la conception, dans la réalisation de vos projets? Effectivement, vous avez raison. Il y a l'impact du projet sur l'environnement, mais il y a aussi l'impact de l'environnement sur le projet. C'est ça, sa capacité et ça, c'est de plus en plus c'est prégnant, c'est de plus en plus important de l'intégrer aussi. Et là aussi, on a développé des outils spécifiques qui nous permettent d'avoir des prévisions météorologiques, des prévisions
d'impact de l'environnement sur les projets. On a vu récemment, l'année dernière, je ne sais pas si vous avez vu, des inondations majeures à Dubaï. Alors, Dubaï qui s'attendait à des inondations. Métro inondé, métro arrêté, parce que pluie exceptionnelle, jamais enregistrée dans l'histoire de Dubaï. Ouais. Donc, avant, on travaillait sur des modèles passés, sur l'expérience passée. Maintenant, on doit prévoir l'avenir. Et là aussi, on a des outils, la Medvis, par exemple, qui nous permettent de prévoir l'évolution de la température, l'évolution de l'hydrologie dans certaines zones, etc. Oui, parce que quand on construit un métro, il est là pour des décennies. Hein. Ah oui, espérons, le métro de Paris, espérons plus d'un siècle. Donc effectivement, vous travaillez d'ailleurs là-dessus avec l'Indian Institute of Technology, c'est ça, pour intégrer cette question de risque climatique. C'est l'intérêt d'être une entreprise mondiale comme ça. Vous allez chercher les expertises dans différents lieux. Nous, évidemment, on a des partenariats. Vous mentionnez en Inde, qui est un très très grand pays pour Systra. Un quart de nos employés sont indiens, donc c'est important. Moi-même, j'y ai passé 7 ans. Donc c'est un pays très important. Donc c'est un pays dans lequel aussi on construit beaucoup de métros. On a des métros dans toutes les villes, des dizaines de lignes de métro. Donc il y a un vrai sujet. Et c'est vrai que l'impact environnemental et RSE vient progressivement. C'était pas forcément la priorité numéro 1 quand ils ont commencé, mais aujourd'hui c'est de plus en plus important. Donc on s'associe effectivement à des instituts, des universités. On investit aussi sur des programmes de recherche. Mais dans chacun de nos pays où on est présent, on a vraiment aussi les compétences techniques du groupe et on les a amenées. C'est pas l'Inde qui travaille le risque climatique pour l'ensemble des pays. Ah non, on se concentre sur le marché indien et ses spécificités. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui marche quelque part, comment on peut le dupliquer. Je crois que j'ai vu en préparant l'émission que vous avez créé une chaîne logistique 100% neutre en carbone au Canada, par exemple. Alors, avec quel levier, comment vous arrivez à ce chiffre-là? Alors, on développe, on est organisé en business unit, chacun de nos pays a aussi une capacité d'innovation et de développement, et on essaie après évidemment de dupliquer l'utilisation de ces outils partout dans le groupe. Alors le Canada a recherché plusieurs outils, notamment sur l'électrification des bus, des transports. On a développé l'optimisation, comment électrifier des systèmes de bus, donc de les décarboner complètement. Ça en fait partie, et on travaille également vous savez, il y a beaucoup de fret, transport de fret au Canada, sur des solutions pour limiter ou réduire l'impact carbone de ces projets de transport de fret. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la mobilité durable, vous avez un peu répondu tout à l'heure en disant que tous les pays ne sont pas au même degré de maturité, mais est-ce que finalement c'est pas un levier de développement économique majeur, pour parler de croissance prévisible dans la décennie à venir, un levier de croissance économique majeur, ce simple concept de mobilité durable? Ça conduit à réaliser des projets de mobilité qui sont effectivement efficaces, à changer de modèle, donc plus de transport public, moins de transport routier, donc beaucoup de solutions technologiques. Donc ça pousse l'industrie, en fait, ça pousse l'ingénierie, puisqu'on conçoit des projets, de plus en plus de projets, et ça nous permet aussi de nous différencier en tant que société, puisqu'on est capable de proposer des solutions décarbonées ou optimales d'un point de vue impact environnemental. Donc c'est un vrai levier de différenciation, et un vrai levier aussi qui pousse l'industrie de transport de manière générale. Alors est-ce qu'il y a une spécificité française? On va répondre ensemble à cette question. C'est aussi la question qu'avait choisi de vous poser celui qui était à votre place la semaine dernière, Alexandre Guérin, le directeur général d'Ipsos BVA. On l'écoute. Bonjour Jean-Charles. Alors dans une récente étude Ipsos BVA pour Europe Assistante sur la mobilité, nous avons vu que les Français utilisent encore énormément la voiture, 86%, et uniquement 41% d'entre eux utilisent les transports en commun, ce qui est un chiffre assez bas dans la perspective de l'Europe, où la moyenne est plutôt à 58%. Ma question est donc, comment créer les conditions d'une transition vers les mobilités douces en France, avec les spécificités de la géographie et de la culture française? Alors, je reprends la question. Merci Alexandre Guérin. Déjà, est-ce qu'effectivement la France est un peu en retard en termes d'utilisation des transports publics? On le regarde et on expliquera pourquoi, parce qu'il y a des raisons. Alors, la France est un pays modèle en termes de transport public, mais effectivement, aujourd'hui, la France, quand on regarde les impacts carbone, la partie transport de l'impact carbone en France est plus élevée que dans le reste de l'Europe, dans beaucoup de pays d'Europe. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que la France est un pays
où la population est assez répartie. Alors on a évidemment la région parisienne qui regroupe un grand nombre d'habitants, mais après on a beaucoup de villes de petite taille et beaucoup de gens qui habitent dans zone périurbaine. Donc le challenge, c'est d'amener ces personnes de zones périurbaines dans le centre-ville, hein, pour des raisons évidemment qu'on peut comprendre, mais aussi de les transporter de banlieue à banlieue. Et on voit qu'en France, on développe des solutions. Hein. Il y a les SERM, hein, les systèmes de transport urbain, les réseaux métropolitains qui doivent se développer, hein, pour amener les personnes dans le cœur des villes, mais aussi on regarde le projet du Grand Paris notamment, dont l'objet est de connecter de banlieue en banlieue, donc éviter de devoir prendre sa voiture pour aller d'un endroit de banlieue à banlieue. Donc ça c'est une première. Donc en France on y travaille, il y a encore un peu de travail à faire. Il y a aussi, Est-ce qu'il y a un aspect psychologique ou culturel d'une certaine façon? Est-ce qu'on est plus attaché à la voiture que d'autres pays d'Europe? Alors j'ai pensé peut-être que c'est un cliché à des pays du nord de l'Europe. Moi, je pense que c'est plus une facilité relative aux solutions qui sont existantes. Encore une fois, on a un bon système de transport en général, mais on peut faire beaucoup mieux et il faut continuer à investir dans le domaine. Après, il y a aussi, et ça on le voit dans d'autres pays, notamment Hong Kong, hein, où on combine beaucoup plus les stations avec les lieux de travail, les lieux de commerce. Donc le fait de regrouper, donc on appelle ça les développements orientés autour des transports, essayer de regrouper plus les différentes parties de la vie, le travail, les courses, les écoles, etc. Donc ça aujourd'hui, on peut créer des hubs autour des stations et autour des projets de transport. Et ça, c'est une voie aussi de développement dans le domaine. Après, on a des pays, vous l'avez mentionné, qui ont plus de modes doux, le vélo, etc. Et on doit continuer à travailler sur ces solutions. Mais il faut des corridors assez longs, sécurisés, identifiés. D'ailleurs, on travaille pour Saint-Étienne sur le sujet, par exemple. Ouais. Alors c'est aussi un enjeu politique, hein, la place de la voiture dans la ville. On est à quelques semaines du premier tour des élections municipales. Je peux citer une candidate, Sarah Knafo à Paris, qui propose de remettre des voitures sur les quais bas, les quais de Seine. On peut citer Monsieur Aulas à Lyon, qui propose de creuser un tunnel supplémentaire sous Fourvière. Est-ce que, là je ne vous demande pas de faire de la politique, mais en regardant ce qui se passe à l'étranger, est-ce que quand une ville développe son réseau de transport public, est-ce que ça arrive qu'elle revienne en arrière? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on se dise, parce qu'il y a une volonté politique, on va remettre de la voiture. Ou est-ce que c'est irréversible quand il y a ce mouvement? Je pense qu'une fois, c'est une question d'habitude, hein, on en parlait tout à l'heure, de psychologie, une fois qu'on a goûté au transport public et que ces transports publics sont efficaces, on y reste. Alors après, il y a des pays, hein, où on va parler de l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis en particulier, où là, tout est autour de la voiture. Mais malgré tout, on voit quand même des systèmes de transport urbain se développer. On l'a vu sur New York, puisqu'on cite... Vous citez une ville en dehors de la France, mais où il y avait une taxe spécifique à l'utilisation de la voiture qui permet de financer le transport public. Le changement politique a conduit à suppression de cette taxe. Donc on sent un retour, pousser la machine dans l'autre sens. Mais c'est irréversible. À la fin, vous avez besoin de transporter les gens. La seule solution efficace, ce sont les transports publics dans les grandes agglomérations. Alors, je vais reprendre vos objectifs d'émissions de gaz à effet de serre, réduire de 42% les émissions sur les scopes 1 et 2, et de 25% sur le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes, d'ici 2030. Déjà, on avance, hein, on est en 2026, donc vous êtes dans la bonne trajectoire là? On est dans la bonne trajectoire, et évidemment on a des engagements, on suit nos engagements, etc. Mais ce que je voudrais expliquer, c'est qu'en tant que société ingénierie, finalement notre impact à nous, carbone direct, est assez faible. Alors oui, on voyage partout dans le monde parce qu'on a des projets partout dans le monde, etc. Donc il y a des voyages, etc. Donc on fait un effort, on va continuer à y travailler là-dessus. C'est sur le scope 3, quoi. Mais le vrai impact de Systra, c'est sur ces projets. On en parlait tout à l'heure, décarboner les projets. Vous savez, on a des exemples de projets où, en appliquant dans de l'éco-conception sur un projet, on élimine l'ensemble de l'impact carbone de Systra en un projet. Donc notre vrai impact, notre plus gros impact, c'est sur les projets, c'est intégrer l'éco-conception dans nos projets, et c'est là notre engagement. Il y a alors je ne sais pas, c'est un programme que vous appelez Green Metro. Alors c'est quoi Green Metro? C'est justement la réflexion sur ce qu'est déjà ou ce que doit devenir un métro de plus en plus... Oui, c'est de pousser au maximum pour la décarbonation maximale des projets. Donc encore une fois, ça implique
l'ensemble du cycle, hein, la construction des projets, l'exploitation et vraiment dans la durée, dans la vie complète d'un projet. Question de béotien, j'assume, quand on construit une voie ferrée, est-ce que de toute façon c'est toujours la même chose ou est-ce qu'on peut réduire l'impact de la construction d'une voie ferrée? Ah ben bien sûr, on peut réduire, on le fait d'ailleurs, on a des solutions techniques qui permettent encore une fois de réduire la quantité des matériaux, de changer les matériaux par d'autres matériaux qui sont plus faibles, plus minces par exemple, pour avoir des couches plus faibles. Donc c'est vraiment l'éco-conception. Donc aujourd'hui, encore une fois, et moi je suis intimement convaincu, parce qu'on dit souvent, oui mais si vous faites de la conception, ça va coûter plus cher. Eh ben non, je pense qu'un projet optimisé dans son ensemble peut être un projet économiquement vraiment compétitif. Ouais. Est-ce qu'il y a une part d'économie circulaire dans cette logique-là? Alors, je reste sur les matériaux, le fait de réutiliser des matériaux sur des chantiers, etc., par exemple. Alors, traditionnellement, un projet de ferroviaire, il y a la réutilisation de matériaux, parce qu'on retire du terrain à l'endroit. Donc, l'optimisation de ces cycles, hein, et là aussi, on a des solutions techniques pour ça, l'optimisation de ces cycles est importante et permet effectivement le maximum de réutilisation. Après, c'est le choix des matériaux aussi qui est clé. Il y a des solutions de béton qui ont moins d'impact sur le bas carbone. Exactement, je voulais une émission sur le sujet, etc. Donc encore une fois, oui, il y a l'économie circulaire, mais aussi il y a des choix de matériaux. Est-ce qu'elle se niche parfois? Parce que là, on a effectivement, il y a l'évidence sur un chantier de voie ferrée, mais est-ce qu'il y a des lieux où l'économie circulaire se niche dans les projets de Systra auxquels on ne penserait pas spontanément? Alors, c'est pas une colle, hein, si vous n'en avez pas là, comme ça, qui vient, c'est pas grave, hein, mais... moi, ou est-ce que vous dites, on va essayer d'intégrer ça et d'en mettre un peu partout? Pour moi, alors ça fait partie des formations en éco-conception qu'on fait pour tout le monde. Pour moi, encore une fois, mon objectif, c'est que sur l'ensemble de 100% de nos projets, alors c'est ambitieux, hein, de 100% de nos projets, on se pose la question, comment on peut faire mieux d'un point de vue environnemental? Encore une fois, on n'a pas forcément, dans tous les cas, ça n'a pas forcément marché, parce que tout n'est pas adapté, et les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais oui, je pense qu'on peut y arriver, et on a les solutions, et encore une fois, c'est vraiment une question de culture d'entreprise, de fierté d'entreprise, puisque chez nous, on est fiers de ce qu'on fait, et notamment de l'éco-conception, notre capacité à éco-concevoir les projets, et donc d'intégrer ça dans le cycle de l'ensemble de nos projets. Est-ce que, alors on est dans un climat de backlash, de retour de bâton sur les enjeux environnementaux aux États-Unis, en Europe. Est-ce que, alors vous faites du business partout sur la planète, est-ce que vous le ressentez, ça? Sincèrement, c'est pas notre problème principal. Encore une fois, la réalité est telle que les transports sont indispensables. Alors après, ça peut générer des décalages sur certains investissements. Les conditions politiques, ça peut faire passer des priorités l'une derrière l'autre. Mais in fine, il faut le faire. Et à chaque endroit dans le monde, de toute façon, on ne travaille pas de manière simultanée. Donc il y a certains pays peut-être qui peuvent ralentir certains investissements. On l'a vu l'année dernière, pour des raisons X ou Y. Mais d'autres accélèrent. Donc à chaque fois, pour moi, il n'y a pas de risque qu'on arrête de faire des systèmes de transport publics. Quel pays ont ralenti, par exemple? On a vu le Moyen-Orient, notamment, l'Arabie Saoudite, pour des raisons économiques et de choix de priorité, mais ça repart, c'est un arrêt d'1 an, et puis finalement ça repart. On a vu les pays nordiques en Suède, pour des raisons de réorganisation. Vous savez, les pays nordiques sont très environnement, proches de l'environnement, mais pour des raisons de réorganisation des autorités de transport à décaler ces projets. Donc ça c'est notre vie, c'est s'adapter et de mettre les ressources là où elles sont nécessaires, mais pas de risque sur les projets de transport à l'avenir. On va s'intéresser au S de RSE, aux enjeux sociaux et sociétaux, avec d'abord la place des femmes au sein du groupe Systra, 28% des effectifs, un indice égalité femmes-hommes de 92%. Alors vous êtes dans des métiers d'ingénierie, et on sait que malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits, il y a toujours ce frein, notamment chez les jeunes femmes, chez les lycéennes, les collégiennes, puis les étudiantes, d'aller vers les études scientifiques. Comment vous luttez contre ça? Eh bien, vous avez raison, il n'y a pas assez de femmes, mais il n'y a pas assez de femmes dans les écoles d'ingénieurs déjà, puisqu'en France, on en forme à peu près 30%, je crois, dans les écoles d'ingénieurs, mais d'autres pays, c'est beaucoup moins. On parlait d'Inde tout à l'heure, les niveaux de nombre d'ingénieurs est bien plus faible. Donc, globalement, Systra, on arrive à être aux alentours de 30%, ce qui est déjà pas mal, parce que
On n'a pas 30% de femmes ingénieurs partout dans le monde, et c'est quelque chose qu'on pousse. L'année dernière, on a recruté en France 42-43% de femmes parmi tous nos recrutements. Donc vous êtes proactif. On est proactif. On a évidemment on a Women Assistra, donc on a des collectifs qui poussent dans cette direction. On a du mentoring, mais il faut traiter le problème à la base. Et là aussi, on pousse des solutions. Donc il faut vraiment aller très jeune, commencer à pousser le métier d'ingénieur dès le jeune âge. Donc on a développé des outils comme Engineering for Kids, c'est des jeux qu'on amène dans les écoles pour apprendre ce que c'est que l'ingénierie ferroviaire aux jeunes enfants, évidemment, pour essayer d'intéresser les femmes et les garçons aussi, et les garçons au métier d'ingénieur de spécialité de transport. Qui à la fin, je pense, est un métier très attractif. Ouais. Mais il faut pousser dès les jeunes âges. Donc, pour pouvoir trouver ces logiciels à la Fédération Syntec, sur le site web Engineering for Kids. Vous faites ça partout dans le monde ? Et on fait ça partout dans le monde. Ouais. On fait ça partout dans le monde. Donc, nos ingénieurs vont dans les écoles pour prêcher la bonne parole sur l'ingénierie de transport. Ça marche, vous voyez l'impact, c'est-à-dire que, je ne sais pas depuis quand existe... Ça fait 3 ans. Hein. Ouais, donc c'est un peu trop tôt, vous n'avez pas encore recruté les ingénieurs, mais vous sentez l'étincelle, parce que ça doit être assez magique, ça, de ah oui, voir l'étincelle s'allumer dans les vous voyez tout de suite les enfants. C'est un beau métier. On transportait, on construit, donc c'est des grosses infrastructures. Mais c'est concret, c'est utile, et c'est pour le bien commun. Et ça, un enfant de bas âge peut le comprendre. Et on voit vraiment l'intérêt. Donc on va continuer à pousser, et on va continuer à augmenter donc la proportion de femmes dans nos effectifs. Merci beaucoup, Jean-Charles Vollery, et à bientôt sur Be Smart for Change.